Préface des Misérables pour rire. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Misérables pour rire par Avemar. Préface. Voulant pour sa Notre-Dame un superbe cardinal, Hugo crée en traits de flamme cet évêque original. Fin de la préface. Enregistrée par Ezoa, en Belgique, en août 2010. Fantine des Misérables pour rire par A. Weimar. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Fantine. Un vieillard plein de bon sens, né fort avant 1800, comptait en 1815 des ans bien 75. Cet homme très estimable a nom Bienvenu Myriel. Dans cet excellent vocable, l'on peut trouver myrrhe ou miel. Sa sœur, Miss Baptistine, longue comme un échalas, portait une triste mine avec la maigreur d'un chat. N'oublions pas sa servante, femme grasse et comme il faut, sans son asthme de carreau, la Magloire était charmante. Myriel, fort sentimental, s'ennuyait au diocèse. Comme il était à son aise, il couchait à l'hôpital. Preuve qu'il n'était pas sot, il fit un jour un bon mot. À sa bonne il dit: Magloire, tu peux m'appeler Magloire. Lorsque par-devant sa sœur, elle lui dit: Ma grandeur. Il connaissait le malin, le grec, même le latin, l'espagnol et le prussien comme un académicien. Pour consoler l'auvergnat, il javanait le fouchtras. Mais chacun a son défaut. Il détestait l'échafaud, et jamais dans sa maison on ne vit un seul maçon. Possédant bonne nature, il se narguait du trépas. Sa porte ne fermait pas, elle manquait de serrure. Le sachant, un beau matin, un voleur nommé Cravatte lui fit don de son butin. D'un voleur le cadeau flatte. Mais quel est cet homme hagard dont la poitrine est velue, son œil regarde au hasard sous sa visière abattue. Sa blouse n'est qu'un chiffon, et sa main tient un bâton. Le gaillard est dans la gêne, son visage est altéré. S'il puise à chaque fontaine, c'est qu'il est trop altéré. Sans plus de cérémonie, voyant la croix de Colbas, c'était une hôtellerie, il y pénètre à grands pas. Près d'une grasse marmotte cuisaient carpes et perdrix. L'hôte, en tablier, marmotte leur joyeux de profundis. Mais un petit marmiton qui revient de la mairie, dans les mains de son patron, donne un poulet qu'il déplie. C'était le signalement de ce gueux de Jean Valjean. L'hôte alors ouvre la porte aux voyageurs pour qu'ils sortent. Prenant son sac, le forçat s'en va disant: C'est fort ça. Désireux qu'on le goberge, il va dans une autre auberge. Mais un affreux poissonnier, ami du cabaretier, a reconnu le brigand. Il lui faut lever le camp. Le malheureux galérien veut coucher dans une niche lorsqu'il y trouve un caniche qui le reçoit comme un chien. Il se dit: Je suis au banc de l'univers qui me chasse, je ne puis avoir de place que la place ou bien ce banc. Survenant une dévote, voyant cet homme couché, lui dit: Vole à l'évêché. Voler, dit Jean, ça me botte. Se croyant au presbytère, Jean, qui ne sait pas se taire, débite son chapelet à l'évêque auquel ça plaît. Quand c'est fini, Bienvenu lui dit: Sois le bienvenu. Le souper fut excellent. On causa fromage et bagne. Même au dessert, maître Jean, dit-on, battait la campagne. Se trouvant bien fatigué, il s'endort tout habillé sur son lit quelques instants. Puisqu'il dort, profitons-en pour vous raconter sa vie. Il était né dans la brie. Comme il était galopin, le sort le fit orphelin. Dans une boulangerie, c'est faire une triste fin, il déroba de la mie, disant qu'il en avait faim. Mais un agent qui passait lui mit la main au collet. Il en eut pour ses 5 ans. Comme il s'enfuit, c'est 20 ans. Mais retournons à notre homme et tirons-le de son somme. Il trouva le lit si bon qu'il s'éveilla d'un seul bond.
il a réveille de cuillers, de couverts d'argent massif, et comme il est un peu vif, il se lève sans lumière. Tenant en main ses souliers, il s'avance sans retard en cherchant certain placard où dorment les chandeliers. Mais il comptait sans la lune qui veillait sur le quartier. C'était son premier quartier, et ce témoin l'importune. Il aperçoit dans son lit, songeant sûr au paradis, le curé qui dort tranquille. Cela lui trouble la bile. Devant cette auguste tête, il ôte alors sa casquette. Quoiqu'il n'était pas joli, le brigand était poli. Craignant de manquer le coche, vite il emplit sa sacoche. Un couvert et son butin, puis il sort par le jardin. Le misérable coquin ne comptait pas sur Pandore, qui voyait lever l'aurore et sur lui mit le grappin. Ce n'était pas le curé, dit-on, qui fut le volé. Il le reçoit comme un père, ne faisant rien à demi, à son couvert donne un frère et l'appelle cher ami. Attendri comme un moutard, le forçat dit je m'en vais. Puis il voit petit Gervais, qu'il traite de savoyard. Mais laissons là ce sujet, c'est assez de vers bonnets. Parlons donc de bonnet rose. Comment dirais-je la chose? Un jour 4 étudiants dans le parc de Saint-Cloud étudiaient comme à 20 ans le droit et l'amour surtout. Si Fameuil aimait Zéphine, Tholomyès avait Fantine. On cite encore d'autres noms, c'étaient je crois des surnoms. C'est chez Bombarda qu'on soupe, et pour surprise au dessert, des étudiants la troupe chante la fille de l'air. Une seule fait la mine, c'est notre blonde Fantine, car elle a du sentiment, et je crois même une angine. Quand une fille a mordu au charmant fruit défendu, on dit toujours qu'il en cuit, il lui faut cacher son fruit. Montfermeil devient l'endroit qui de Fantine eut visite, elle y laisse sa petite, en payant 7 francs par mois. Avant d'aller plus avant, dans cette triste causette, l'enfant pour nom a cosette, et thénardier le paysan. Depuis qu'un gros livre gris, dont le succès n'est pas mince, s'est abattu sur Paris avec un fracas de prince, sur les 2 bords de la Seine, chacun sait qu'un fabricant qui s'appelait Madeleine, d'M-sur-M fut habitant. Vive la gendarmerie! Pour rester dans ses papiers, il suffit d'un incendie où l'on brûle ses papiers. Craignez plutôt Monjavert, il n'entend pas la malice, aussitôt qu'il flaire un vice, le gaillard est déjà vert. Pour dépeindre ce mouchard, il avait un nez camard, 2 énormes favoris jamais gris, mais des yeux gris. Madeleine qui prospère, des pauvres était le père. Puis un jour il devint maire. Messieurs, ne lisez pas mère. Et Fantine? Je m'explique. Elle était à la fabrique, tous les cancans supportant à cause de son enfant. La belle n'a plus d'ouvrage, et le nourricier fripon lui demande davantage pour le sucre et le savon. Alors le sort l'abandonne, elle vend ses blonds cheveux, ses dents, à la fin se donne. De ceci rira qui veut. Survient fort mal à propos un effet de neige horrible, c'est un passage terrible qui donne froid dans le dos. Madeleine a du guignon, il a beau changer de nom, qui lui tombe sur les bras? Un Jean qu'on juge à Arras. Vous comprenez, Madeleine croyait oublier le Jean, mais Lazare est toujours grand, comme ici-bas rien ne traîne, c'est la faute du bon Dieu, on prend pour Jean Champmathieu. Non sans faire la grimace, montant sur ses grands chevaux, il interrompt ses travaux et veut se mettre à la place de celui qu'on prend pour lui, et dès le matin s'enfuit en payant double relais, il arrive au pas de Calais, juste pour le bon moment où le vieillard innocent était jugé sans retour comme cheval de retour. Il s'accuse comme il faut, au besoin il parle argot, on lâche l'autre à l'instant, Jean revient Jean comme avant. C'est le moment de vous dire comment Javert l'arrêta. Ma foi, vous pourrez le lire. Mais du reste, il s'esquiva. Fantine, hélas, la pauvrette, mourut du saisissement sans embrasser sa Cosette. Fin de Fantine, enregistré par Aizois en Belgique en août 2010.
Cosette, des Misérables pour rire par Ave Mar. Cosette. L'auteur, changeant son écritoire, met son roman au second plan, et se lance en plein dans l'histoire, non de Jean, mais du Mont-Saint-Jean. Le chien de M. de Nivelle, à la voix de son maître, fuit. Mais le beau pays de Nivelle répond et le jour et la nuit. Voyez, de son geste rapide, Hugo découvre le tableau. Le terrain semble encore humide, dans l'air flotte chaque drapeau. À l'appel de notre poète, nobles, vaillants, puissants et beaux, parés comme au jour de la fête, les morts sortent de leurs tombeaux. Écoutez, la grande bataille ressuscite, le noir canon sur l'anglais vomit la mitraille. Voici Ney et Napoléon. Comme la foudre dans l'orage, aveugle, éclaire tour à tour, tel en cette éclatante page, Hugo conte ce sombre jour. Sa plume a de sainte colère. S'il a soulevé les linceuls qui couvraient les os de nos pères, c'était pour venger leur cercueil. Au vainqueur il jette au visage le mot de Cambronne expirant. La perle qu'il sort de la vase luit comme un soleil éclatant. À la nuit, Thénardier détrousse, vole la montre à Pontmercy, qui s'éveille à cette secousse, au mauvais larron dit merci. Songeons à Madeleine Jean. L'infortune qui l'accompagne l'a fait rejeter tout vivant dans les noirs cabanons du bagne. Mais Jean n'est pas un imbécile, il rumine en ramant tout bas que Fantine avait une fille et qu'au bagne on ne reçoit pas. Un jour le malin personnage, sauvant ceux d'un bon matelot, profite qu'il est en nage et se sauve avec sous le flot. Javert, l'homme de la police, lisant sa mort dans son journal, dit « La chose est une malice, où je n'y vois pas trop grand mal. » Thénardier tient son auberge à Montfermeil, c'est la Noël. Chez lui l'on boit, l'on se goberge. Cosette seule y boit du fiel. Il s'agit bien d'une autre histoire. Un roulier lui donne le seau parce que ses bêtes veulent boire. Cosette va quérir de l'eau et sans être accompagnée, à minuit il lui faut sortir et la source est bien éloignée. Dans le bois il lui faut courir. Cosette est pourtant occupée devant un marchand de joujoux, car elle y voit une poupée en or qui lui fait les yeux doux. Puis elle reprend sa course, dans le bois va faire son tour, remplit son seau à la source comme une fille de Saint-Flour. Quelle est cette main solide qui l'aide à porter le seau? La petite n'est pas timide et lui laisse en plein le fardeau. Valjean lui fait bonne mine, mais elle reçoit un galop d'Azelma et puis d'Éponine. La pauvre enfant ne souffle mot. Comme elle avait pris leur poupée, aussi la bat-on assez fort. Jean vite l'a récompensée en lui donnant la grande en or. Il faut voir la fameuse note qu'a Jean fait monne Thénardier pour dormir dedans sa gargote. Jean paye sans marchander, puis sans attendre le soir, pour 1500 francs achète la malheureuse Cosette qui l'habille tout de noir. Comme il aimait La Fontaine, ainsi que maître Corbeau, le bon monsieur Madeleine descend chez maître Gorbeau. La masure est retirée. Il y vivrait bien longtemps sans sa portière édentée qui sur lui fait des cancans. Madeleine faisait l'aumône aux pauvres pendant l'hiver. Un jour, le malheureux donne un gros décime à Javert. Un autre eût perdu la tête. Valjean pense à son enfant. Il court enlever Cosette et changer de logement. À minuit, sans réduit, quand on vous suit, on se dit « je suis cuit, oui ». Et pourtant, avec l'enfant, haletant, écoutant et courant, en tremblant, Jean est espérant. Traqué comme une bête fauve et sans le moindre omnibus, notre homme à la fin se sauve dans le noir couvent de Picpus. En attendant, Javert se mouille dans la rue avec sa patrouille et Jean rencontre au couvent un sien ami, Fauchelevent. Ami lecteur, je m'arrête pour vous apprendre en passant qu'un jour Jean, sous une charrette, sauva la vie à Fauchelevent. Fauchelevent à ses genoux, en le voyant, tombe aussitôt. Valjean répond: ami tout doux, ôte-moi d'abord ton grelot.
car Cosette grelotte et sanglote, l'enfant est bientôt réchauffé et restauré. On entend un funèbre glas, c'est le trépas de la mère crucifixion, sainte dit-on. Puis on sonne fauchelevent dans le couvent. La mère abbesse aux paysans dévoile quelque chose. En se grattant, fauchelevent dit: mère, je n'ose. Mais comme il veut sauver Jean, qu'il fera passer pour son frère, il enterrerait tout le couvent, même au besoin la mère. L'opération n'est pas facile. Il s'agit de faire passer Jean qui manque de domicile pour celle qu'il faut enterrer. Il comptait sur le père Étienne, espérant le saouler bien fort. Il est difficile qu'il vienne, dit son successeur. Il est mort. En attendant, Jean, dans sa fosse, trouve sa position si fausse que le malheureux moribond, tout de bon, tombe en pâmoison. Fauchevent ne perd pas la carte, saisit l'occasion aux cheveux, de gribier il saisit la carte, car il est malin notre vieux. Il délivre son ami Jean, puis tous deux rentrent au couvent. Cosette y devient pensionnaire. Madeleine, sans dire un mot, fait achat d'une genouillère et porte à sa jambe un grelot, quoique cette chose le vexe. Mais toujours il est bon enfant. Et puis c'est la loi du couvent, méfiante envers le laid sexe. Fin de Cosette, enregistré par Ezois en Belgique en août 2010. Marius, des Misérables pour rire par Avémar. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Marius. Salut, brillant Paris, Janus à double face, ville de fange et d'or, de boue et de clarté. Cœur et cerveau du monde, ici trouve une place en ces modestes vers par ton souffle inspiré. Oui, je t'aime, Paris, j'aime ton quai, tes rues, tes palais, tes maisons, tes boulevards géants, j'aime ta paix, ton bruit, ton peuple, tes revues, ta nuit et ton soleil, et tes pleurs et tes chants. Je te connais bien, va, tes salons, tes tavernes sont pour mon cœur jaloux un excellent trésor. Je sais tes carrefours, leurs ignobles lanternes, et tes places superbes aux girandoles d'or. Suspendons notre lyre au clou, et chantons ton pâle voyou, car le voyou, voyez-vous, vous, j'en suis comme un fou de ce petit loup doux. Domuncio, vieux mot romain et latin, le français né malin fit gamin, galopin. Sans chercher d'autres rimes, il a des synonymes. L'enfant se levant tard s'appelle aussi moutard, parfois c'est un lézard, quelquefois un musard. N'a-t-il pas d'autres noms? Insectes, moucherons et même mioches sont ses plus communs surnoms. Si vous avez connu Gavroche, petit mioche, il tient au roman par un fil de profil. Il a pour braver la froidure, pour coiffure, de quelque auvergnat un lambeau de chapeau, portant gaiement cette casquette pas coquette. Rarement il a dans ses pieds des souliers. Si dans ses maigres jambes flotte sa culotte, c'est que le tailleur du moutard, c'est Lazare. Il est blagueur, hâbleur, gouailleur et menteur. Il est fumeur, buveur, noceur et flâneur. C'est la charge du beau chérubin, moins le bain. L'été criant, sur tous les tons des hannetons, il ne connaît qu'un seul pays, c'est Paris. Mais il préfère beaucoup mieux ses banlieues. Près de la Salpêtrière, au quartier de la Glacière, cet endroit n'est pas fort beau, on voit la maison Gorbeau. Dans la triste maisonnette, au fond d'un sombre grenier, habitait M. Jondrette. Gavroche est son héritier. Le bizarre de l'ouvrage, c'est le luxe des surnoms. Ici, chaque personnage possède 5 ou 6 noms. Dans la mansarde voisine demeurait M. Marius, encore un nom, j'imagine, qui cache quelque rébus. C'était un plumet magnifique que le sire de Pontmercy, taillé dans le roc athlétique. De ses jours, voici le récit. Ce vaillant soldat de la France servit Kléber, Joubert, Mortier. Il fut à Spire, Worms, Mayence, et jamais n'était le dernier. Jour mémorable, au cimetière avec le capitaine Hugo, ils couchèrent dans la poussière les Kaiserlicks au champ d'Eylau. Quand l'Empire fut en déroute, Pontmercy baron, mais en pleurs, de Vernon vint prendre la route. Le brigand cultiva ses fleurs.
j'oubliais qu'après la campagne d'Austerlitz ou de Marengo, Pontmercy battant la campagne prit une femme comme il faut. C'était la fille d'un bonhomme qu'on appelait Gillenormand, aussi franc qu'un fils de la Somme, mais aussi rusé qu'un Normand. Quand il allait dedans la rue, malgré ses 80 printemps, son habit à queue de morue lui donnait des airs tout flambants. Son parrain possédait du vice, il fut baptisé Luc Esprit. N'allez pas chercher de malice dans ces deux prénoms pleins d'esprit. Pontmercy veuf se désespère. Pour cultiver ses grenadiers, laisse son fils à son beau-père, qui détestait les vieux troupiers. Mais un beau jour tout s'explique. À Gillenormand presque sot, son petit-fils Marius applique sur un roi de France un gros mot. « Toi, baron, mon cher, c'est un conte !» s'écria l'aïeul courroucé. « Je m'en vais te donner ton compte. » Et Marius s'enfuit tout vexé. De l'ABC la compagnie, non pas celle des omnibus, avait une étrange manie de causer sur tout et bien plus. Elle avait certains celatiques, des noms grecs, gascons, hongrois. On y parlait fort politique, et l'on y servait du veau froid. Ses membres sont Laigle, Grantaire, Enjolras, Prouvaire, Fouilly, messieurs Courfeyrac, Combeferre, Bahorel fils et puis Joly. Sans vouloir leur chercher noise, peignons-les non à demi. Sauf Laigle, de Seine-et-Oise, ils étaient tous du Midi. Enjolras avait beau visage, mais il était républicain. Courfeyrac était bien plus sage. Quoique visionnaire et malin, Prouvaire, moins fanatique, était très fort en hébreu. À toute la métaphysique, il préférait l'oiseau bleu. Fouilly, folle tête en travail, ne pensait qu'à la Roumanie, à la Pologne, à l'Italie, qu'il peignait sur son éventail. Combeferre était moins sensible, et Bahorel un flâneur. Bossuet, le plus accessible, s'appelait Laigle par erreur. Il était toujours dans la peine et travaillait tout de travers, mais se moquait de sa déveine, riant au nez de ses revers. Joly courtisait Esculape, ses clients défaut lui faisant, le gaillard se purgeait sous cape et n'en était pas mieux portant. Grantaire était le vrai Pylade d'Enjolras qui avait grand air. Quand cet Oreste était malade, il allait prendre le grand air. Quand Marius fut à la porte, il prit un cabriolet. Il y rencontra, chose forte, son ami Laigle, Bossuet. C'est par lui qu'il gagna sa vie, en traduisant d'un seul coup une langue assez jolie qu'il ne savait pas du tout. Le Luxembourg est une promenade que connaissent les étudiants. Là, chaque arbre est un camarade pour les amoureux de 20 ans. Dans une allée assez tranquille, un vieillard surnommé Leblanc, tous les jours, ainsi que sa fille, venait s'asseoir au même banc. Devant l'azur pur et céleste qui jaillit de deux jolis yeux, le sage fuit toujours. S'il reste, c'est qu'il est, hélas, amoureux. On sait qu'un regard magnétique est un engrenage certain. Cette batterie électrique vous saisit le coeur et la main. Marius a perdu la tête. Devenant épris tout de bon, chaque jour il s'habille en fête et change de noirs pantalons. Mais si nous suivons le volume, Patron-Minette nous apparaît. Avec l'encre noire, la plume doit tracer ce sombre portrait. Vite à Gueulemer faisons place. C'est un colosse de 6 pieds. Puis Babet, un ex-paillasse aussi dentiste in extremis. Claquesous était plus baroque, sombre, masqué, filant, filou. Cet artiste était ventriloque et toujours vivait dans son trou. Qui des 4 était le plus drôle? C'était Montparnasse, un gueux. Gandin, voyou, escarpe et drôle, raie au milieu de ses cheveux. Ces charmants matous sans minette, ce quatuor de scélérats, avait pour nom Patron-Minette. C'est bien le patron des forçats. Le crocodile est un affreux lézard qui vit sur le Nil en Égypte. Comme il imite les pleurs du moutard, vers lui la bonne accourt bien vite. Malheur au cœur compatissant qui veut soulager cet enfant, car le monstre d'un coup de dent lui prouve qu'il est imprudent. Eh bien, sur les bords de la Seine, le crocodile a des neveux
qui s'en vont larmoyant leur peine à tous les échos généreux. Voulez-vous connaître leur style? En voici l'exemple parfait. Je pourrais vous en citer 1000 taillés sur le même poulet. Aveugle depuis mon enfance et fils d'un vieux militaire qui perdit en servant la France un membre et de plus la lumière, je n'ai pour toute espérance que le secours du genre humain. Ou bien, victime d'une machine, daignez secourir mon malheur. Ou mieux, plaignez un mineur majeur estropié dedans une mine. Si jamais l'enfer vous adresse ce fin style humide d'un pleur, ne faites pas la maladresse d'aller consoler son auteur, car au quartier de la Glacière, cela vous glace en y pensant, Jondrette avait sa souricière, mais Marius avait l'œil dedans. Qu'il est beau, jetant la béquille de sa misère qui boitait, écorchant la main de sa fille au carreau fêlé qui restait. Voyez sa moqueuse grimace, le gaillard n'est pas satisfait, il voudrait qu'il gèle à la glace et tremble de manquer ses frais. Un vieillard généreux entre, Marius caché tremble à son tour, car qui vient d'entrer dans cet antre, c'est le papa du Luxembourg. Monsieur Leblanc, que je vous aime, dit Jondrette de bonne humeur. Oui, ma joie est vraiment extrême. Vous me faites bien de l'honneur. Je ne puis vous offrir grand'chose, car j'ai vendu mon piano. Je veux vous céder quelque chose, ce beau tableau de Waterloo. Quelle couleur, mais la peinture vaut à peine 3 francs 10 sous. Ça vaut 1000 écus, je vous jure. Vous voulez me monter le cou? Ou te le casser, vieille bête, dit Jondrette, avec mes amis. Ses amis, c'est Patron-Minette. Papa Leblanc en devient gris. On l'empoigne et puis on le cogne. Malgré le voisin Marius, on pourrait bien narguer la cogne. Mais Javert vous tombe dessus, car Javert est en embuscade. Il présente à chaque brigand un homme de son escouade et la force pour logement. Puis veut offrir une prise à Leblanc, mais il n'est plus temps. Il s'aperçoit de sa méprise. Leblanc s'est enfui. C'est Valjean. Et Thénardier, c'était Jondrette, ex-sauveteur de Pontmercy. Marius, mari de tout ceci, voudrait bien l'être de Cosette. Nous saurons au tome prochain si l'amoureux obtint sa main. Fin de Marius, enregistré par Ezois en Belgique en août 2010. L'idylle et l'épopée, des Misérables pour rire par A. Weimar. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. L'idylle et l'épopée. C'est en 1831 qu'Hugo commence ce volume à dessiner d'un coup de plume un bon roi sur son 31. C'est un étrange peintre, Hugo. À travers sa photographie, nageant dans l'encens, l'indigo, on voit flotter un parapluie. Pour Louis-Philippe, il est tendre, mais c'est un hors-d'œuvre après tout. Qu'il laisse à Dumas-Alexandre mêler l'histoire avec Pitou. Cela ne sonne-t-il pas faux? Le père de la Notre-Dame a su ici fait la réclame. De l'œuvre c'est le seul défaut. Veut-il ensorceler le tiers? Ambitionne-t-il pour sa prose la couronne que chacun pose sur le front de Guizot, de Thiers? Que Girardin, Blanc ou Proudhon cultive le champ politique, qu'il laisse à Guéroult l'opinion, au prophète il faut le cantique. Abandonne budget, chimère, institution, constitution, droit au travail, droit au salaire, et toutes les machinations qu'à bon droit te jalouse à vin, ou quitte alors la poésie, mets en bouteille l'ambroisie, et débite la pour du vin. Jadis, Cadet-Roussel vivant, du nombre 3 était friand. Il avait 3 cheveux, 3 dents, 3 chiens, 3 chats et 3 enfants, et même un peu de 3%. Quand à 3 il fut décédant, il nous légua son descendant. Vous reconnaissez Jean Valjean? Comme son auguste grand-père, Valjean aimait le nombre 3. Il avait 3 noms, le compère, et n'en portait qu'un à la fois. Son parrain le baptisa Jean.
ce nom ne le rendit pas sage. Pour être heureux dans le village et respecté par chaque gens, notre gaillard n'eut pas de peine. Il lui falloit un nom ronflant pour vendre son noir, lui pas blanc. Pour patron prit la madeleine. Plus tard, jardinier au couvent, des sœurs voulant gagner l'estime, pour dernier nom choisit ultime, qui s'écrivoit fauchelevent. Le traître gardoit pour la forme 3 bonnets, c'était épatant. Un vert de toulon l'uniforme, un pour la nuit en coton blanc, un autre assez original, c'était son bonnet de police, qu'il portait malgré la police, car il fut garde national. Quoiqu'il ne recevoit personne, il possédoit 3 logements. Cosette, Jean avec sa bonne, en étaient les 3 habitants. Cette digne femme de chambre était bègue, avait nom Toussaint, née au froid le 1er novembre, sa langue toujours s'en souvint. Renouons le fil du roman. Comment donc se fait-il que Jean, enseveli dans le couvent, est retrouvé se promenant avec Cosette au bon moment où pour Marius sonnent 20 ans? À la mort de Fauchelevent, Valjean, las de servir la messe, dit un jour à la mère abbesse qu'il lui retirait son enfant, et pour payer sa nourriture, ses savons et ses soins touchants, confiteors et confitures, laisse un bon don, 6 000 francs. C'est un gaillard de poids peu chiche. Du noir de jais, l'ex-fabricant, si le négoce l'a fait riche, du moins il n'est pas regardant. Il conduisit alors sa fille et Toussaint dans la rue Plumet. L'enfant gris, derrière sa grille, de montrer son minois coquet. La promenade luxembourgeoise lui plaît chaque jour assis là, elle fait du luxembourgeoise, et brave Marius aussi là. Valjean découvre ce mystère, il est assez jaloux le vieux. Le mieux, dit-il, est de se taire. On se promène en d'autres lieux, ensemble on voit lever l'aurore. Lorsqu'on fut toujours vertueux, à 2 voir le soleil éclore, c'est le vrai moyen d'être heureux. Un jour à cette promenade, ils rencontrèrent des fourgons, c'était l'horrible cavalcade du bagne et de ses vagabonds. À Valjean qui devenait blême, alors Cosette demanda ce qui fait sa pâleur extrême, et puis ce qu'était un forçat. Valjean n'était pas à la fête. Mettant sa main dans son gilet, d'un ténor il se fait la tête, en chantant s'écria tout net la chanson du forçat, air comme on fait un nid. Tu me demandes, ma Cosette, au juste ce qu'est un forçat, afin que l'écho le répète, ici je vais te chanter ça. Quand Dieu finit sa terre ronde, comme un vol au vent l'admira, puis dit faut la garnir de monde, pour boulette il fit le forçat. C'est à Caïn qu'on doit Cayenne, l'homme au premier pas trébucha. Ici-bas nous traînons sa chaîne, sans bonnet vert on est forçat. Sous un pion injuste et sévère, avalé Horace, Euréka, pour Noël avoir sa grammaire, dès le collège on est forçat. Sur son balai cet homme sombre ne dort que d'un oeil comme un chat, son cordon le tire dans l'ombre, de la loge c'est le forçat. Faire au public l'oeil en coulisse, avoir perruque et rouge bas, à pieds joints franchir la coulisse, du théâtre c'est le forçat. Monter la garde et porter armes, pour tout potage un dur rata, fuir pays et pays sans larmes, de la ligne c'est le forçat. Conduire un panier à la halle, apprendre à l'anse la polka, frotter les pots, cirer la salle, de l'office c'est le forçat. Vendre très cher dans sa boutique ce que pour rien l'on acheta, toujours sourire à la pratique, du commerce c'est le forçat. Raconter tout, vol, bourse ou crime, bois, livres, clubs, courses, avec ça du mal chronique être victime, du journal tel est le forçat. Dès l'aube il faut se mettre en 4, supporter migraine et tracas, offrir bouquet, souper, théâtre, de l'amour voici le forçat. Puisque tu demandais, Cosette, à voir le portrait du forçat, afin que l'écho le répète, ici je t'ai conté cela. Après la prise de Jondrette, mettant ses meubles dans un sac,
Marius quitta sa chambrette et vint loger chez Courlérac. Puis, en fils rempli de respect, Marius à Jondrette, en secret, adresse tous les mois 5 francs, qui rien n'y comprend, mais les prend. Marius, rue de la Verrerie, au centre de la droguerie, a beau prendre pilule, opiat, Cosette est sur son estomac. Allant au champ de l'Alouette, un jour que très fort il pleurait, il eut l'adresse de Cosette par Éponine qui l'aimait. Vite dans son jardin il jette une pierre avec un poulet. Il était temps, car la fillette d'un beau lancier s'amourachait. Reconnaissant cette écriture que jamais elle n'avait vue, Cosette est vite éprise et jure d'épouser ce bel inconnu. Le lendemain Marius pénètre dans le jardin rue Plumet. Il entrerait par la fenêtre, car il possède un fier aplomb. Marius dit « Embrasse-moi vite ». Cosette ne répond pas non. Ce n'est que lorsque l'on se quitte que l'un à l'autre dit son nom. Quant à Gavroche, il se promène et rencontre un soir Jean Valjean qui, vers la barrière du Maine, avec Montparnasse est luttant. Jean donne d'abord des taloches, puis fait la morale au voyou. Ensuite il lui remplit ses poches. Mais Gavroche escamota tout. C'est un étrange enfant qui joue, Gavroche, fils de Thénardier. C'est une perle dans la boue, c'est une fleur sur le fumier. Comme Saint-Martin, cet enfant fait l'aumône avec sa misère. Puis, à l'instar de Saint-Vincent, aux enfants perdus sert de père. Sur les pieds nus d'une pauvresse jette en passant son cache-nez, et l'infortune qui le presse, il la siffle d'un pied de nez. Propriétaire à la Bastille, il logeait dedans l'éléphant. Abrité des rats sous sa grille, il est vraiment intéressant. Un soir, Cosette à Marius dit qu'elle va passer la Manche. C'est une autre paire de manches, dit Marius. Je prends l'omnibus, mais je reviendrai dans 3 jours. En attendant, ma chère amie, sur ton mur laisse-moi toujours écrire rue de la Verrerie. Marius accourt chez son grand-père qui l'attendait depuis 3 ans. Tous deux se mettent en colère et se brouillent encore pour longtemps. En attendant, Valjean qui guette dans un buvard trouve un écrit qui lui prouve que sa Cosette, quoique sage, a son bon ami. Éponine, Valjean, Marius ont tous des chagrins gros et plus. C'est le moment, on peut sans crainte faire un gai voyage à Corinthe. C'était le nom d'un caboulot où l'on buvait l'absinthe en pot. C'est là qu'on rencontrait souvent la grisette avec l'étudiant. Le patron, c'était Hucheloup. Beau nom pour un chef de gargote. Matelote avec Gibelotte y servait chaud la soupe aux choux. À l'enterrement de Lamarque, chacun put faire la remarque qu'on tira dans notre Paris en masse des coups de fusil. Histoire de passer sa toquade, Enjolras fit sa barricade. Le chef du club de l'ABC, ce jour-là, s'est bien enfoncé. Ici commence l'épopée, ou pour mieux dire, l'équipée. Après 6 heures de combat, sa barricade fut à bas. Javert, je ne sais plus comment, fut attrapé comme toujours. Ce fut un beau jour pour Valjean, qui ne lui trancha pas ses jours. Javert en eut tant de dépit qu'il s'enfuit sans dire merci. Puis Valjean, car ce n'est pas tout, mit Marius blessé dans l'égout. L'endroit n'est pas propre du tout, mais il prouvait un certain goût. Fin de L'idylle et l'épopée, enregistré par Ezois, en Belgique, en août 2010. Jean Valjean, Des Misérables pour rire par Avémar. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Jean Valjean. Jean erre à travers le conduit, ayant Marius sur les bras. Dans le malheur qui le poursuit, voit des rats, mais sans queue de rat. Enfin il arrive à la grille, il y rencontre pour portier cet assassin, ce malindri que l'on appelle Thénardier. La chose est passablement forte, mais gardez votre étonnement, car Mons Javert est à la porte qui les empoigne en ce moment. En quête de cette aventure, comme il avait une voiture, il conduit chez Gillenormand Marius avec M. Valjean.
puis il serra la main à Jean. Au lieu de lui faire une scène, il se plongea dedans la Seine, car il avait du sentiment. Avant de terminer son sort, sur l'argot il fit ce rapport. Fin de Jean Valjean, enregistré par Ezois en Belgique en août 2010. Argot, Argot, des Misérables pour rire par Ave Mar. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Argot, Argot. De Paris à San Francisco, des Invalides à Mexico, le dictionnaire n'est qu'un sot, car il y manque un tas de mots qui composent le noble argot. C'est un langage comme il faut. Le savoyard et l'hottentot, le vieillard comme le marmot, pratiquent tous un peu l'argot. Pour du mal, l'enfant dit bobo. Pour se coucher, il dit dodo. Sur les genoux de sa maman, s'il a soif, il veut du nanan. Son cheval, c'est un dada, et son père, c'est un papa. Chaque métier a son argot, qu'il soit laïque ou bien bigot. L'argot a partout des recrues, dans les salons et dans les rues. Chacun cultive avec succès la langue du grand Rabelais. Si nous entamons ce chapitre de Venise jusqu'à Nankin, on appelle un bouffon un pitre, et le bourgeois n'est qu'un Pékin. Mais un claqueur, c'est un Romain, et le fashionable, un Gandin, les chemins de fer, des railways, et les godems sont des Anglais. Les biches sont de bonnes filles qui ne donnent pas leurs coquilles. Le merlan, c'est un perruquier, et le troubadour, un troupier. La pipe se change en bouffarde, les sabres sont des coupe-choux, la colère est de la moutarde, et le tabac, ce sont des coups. Quant au boulanger, c'est le diable. Le mets des mets, c'est le bon Dieu. En argot, on siffle ou l'on sable au lieu de boire le vin bleu. À la Barrière et rue Charlot, le comédien n'est qu'un cabot. Le cabaret est un tripot. Le restaurant, un caboulot. Le marchand de vin, un gargot. Sur la terre, en l'air, sous le flot, bêtes à griffes, à plumes, à crocs, à la langue font un accroc. Et tous se causent en argot. La fauvette avec le linot, le limaçon et l'escargot, jusqu'à la carpe et le turbot. Quand on a trop de personnages et qu'on veut abréger des pages, la barricade est leur tombeau. Le moyen est beau et nouveau. Je ne puis vous dire qu'en gros, qu'Éponine, Enjolras, Gavroche, la fille, l'étudiant, le mioche, moururent tous trois en héros. Marius désire son notaire. Gillenormand, pâlissant, lui demande alors pourquoi faire. Pour lui dicter mon testament? Tu ne mourras pas, je le jure, dit alors l'aïeul sans défaut. Pour panser certaines blessures, je sais l'écharpe qu'il te faut. Survint Cosette, puis Valjean. Celui-ci, sans dire un seul mot, donne avec son consentement à Cosette une belle dot. À cette noce sans pareille, Gillenormand fit des sermons sur l'amour, le jus de la treille, puis pinça de beaux rigodons. Valjean s'enferme dans sa chambre, et comme il n'a plus de quibus, il se confesse à Marius, qui devient d'un froid de décembre. Je ne puis plus vous recevoir, dit Marius, excepté le soir, en bas dans le cabinet noir. Valjean part sans dire bonsoir. Dans la solitude il s'enrhume, et de l'évêque va quérir ces 2 chandelles qu'il allume, puis avec songe à mourir. Comme il n'attendait plus personne, soudain il trouve à ses genoux ses 2 enfants, il leur pardonne, et meurt en disant « Aimez-vous ». Fin de Argot, Argot, enregistré par Ezois en Belgique en août 2010. Conclusion des Misérables pour rire par Ave Mar. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Conclusion. Quand il eut terminé ses jours, on porta Jean au cimetière. Rien ne fut gravé sur sa pierre, mais son nom durera toujours. Fin de la conclusion. Fin des Misérables pour rire par Ave Mar. Enregistré par Ezois en Belgique en août 2010.